On est en visio avec les Anglais, d'accord. Bien, super. Avec Londres, direct. Oui, de voir un peu ce qu'implique en fait la loi 2021, la 2021 climat et résilience en termes notamment d'alimentaire, de l'alimentation, et de voir aujourd'hui sur le territoire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire. Surtout que le PETR s'est lancé effectivement à mis en œuvre un nouveau plan alimentaire territorial. Donc, c'est l'occasion, Anaïs vous en parlera mieux que moi, sachant que quand même, et ça c'est une réflexion aujourd'hui sur laquelle la consommation locale, les circuits courts vont prendre toute leur importance avec le dérapage du prix de l'énergie, notamment du carburant, où on va avoir quand même sur la partie, en tout cas, traditionnelle de l'alimentation, des augmentations, à mon sens, qui vont être relativement sensibles. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en mesure pas encore toutes les conséquences. Ce qui signifie qu'une organisation à un niveau local, au-delà de ce qu'implique le réchauffement climatique et le bien fondé que l'on peut avoir en termes d'intérêt de consommer local, d'éviter des transports économiques, ça va être d'autant plus prégnant que le coût du carburant, le prix du transport dans l'alimentation va être assez conséquent et risque d'avoir d'ailleurs des répercussions sociales assez importantes sur lesquelles il faut faire très attention. Il faut qu'on soit très attentif à ça et que les territoires, en tout cas, essayent de s'organiser dans ce sens-là. Je sais que c'est difficile. Ça fait bien longtemps qu'au niveau du PR, on travaille, PETR, on travaille sur cette façon de voir, sur l'installation de maraîchers, sur l'acquisition de fonciers à destination des secteurs qui puissent le permettre. On ne peut pas faire du maraîchage partout, il ne faut pas se voiler la face. Il faut de l'eau, il faut quand même des terres qui soient susceptibles d'eux. Mais après aussi, à l'autre bout de la lorgnette, c'est effectivement l'organisation des cuisines, que ce soit les cuisines centrales, les cuisines scolaires, etc. etc. Ça, c'est compliqué, le développement des marchés. On avait travaillé à une certaine époque sur les marchés, comment on reconnaît le vrai du faux, le bon du vrai, comment on peut savoir que c'est des produits locaux ou des choses qui viennent d'ailleurs. Tout ça, ça fait partie du rôle et je crois personnellement que ça va être plutôt important dans les mois qui viennent, dans les années à venir, en tout cas, d'essayer de travailler, mais vraiment de façon fondamentale sur ce truc-là, parce que sinon, on ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. Je me souviens que Malvy, en tout cas, à l'époque, quand il était président de la région Midi-Pyrénées, disait que le premier marché local, c'est Toulouse. Ce qui est vrai. Nous, le premier marché local, au-delà de notre village, c'est à la limite Albi. Comment aujourd'hui, de niveau local, on alimente Albi, par exemple, on alimente Toulouse, que ce soit les centrales qui passent, etc., ou qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la viande, par exemple, les veaux du Ségala montent en Bretagne, à Vitré, pour redescendre ici, découper. C'est tout ce genre de choses. Ce sont des chaînes qui sont quand même relativement importantes à essayer d'étudier et à mettre en place. Et ça, ensuite, il faut le croiser avec un deuxième facteur. On est d'accord qu'on prend du principe que tout le monde doit avoir accès à de la bonne bouffe. Mais après, d'un autre côté, on a l'aspect comment je nourris tout le monde. Aujourd'hui, les Restos du Cœur n'ont jamais eu autant de demandes qu'à l'heure actuelle. Et c'est des gens qui viennent chercher leur kilo de nouilles, etc. Donc, tout ça fait et mis en bout à bout, il faut quand même être attentif à un certain nombre de choses. Donc, c'est important qu'au départ, on puisse essayer d'établir un principe de fonctionnement
de la production locale à de la consommation locale, en tenant compte aussi de la plage de qui je permets d'accéder à ça. Et à qui je permets d'accéder à ça. Ça me paraît aussi un aspect essentiel des choses. Donc, voilà, Anaïs a du boulot. Hein. Au-delà, même si on le regarde là maintenant, au sens effectivement de ce que la loi climat et résilience nous oblige à prendre en compte et sur les obligations qui sont faites, de dire il faut du bio, il faut du truc, du machin, etc. Mais au-delà de ça, le message que je voulais vous faire passer, on a quand même un enjeu assez conséquent et nous sommes tous, en tant que citoyens, élus, etc., faut être bien conscient que ces enjeux-là, il va falloir essayer d'y répondre et de les résoudre, ce qui n'est pas quelque chose d'extrêmement facile, bien que, au-delà de ce qu'on va voir là, la loi climat et résilience, aujourd'hui, va contraindre aussi les communes à diminuer de façon drastique l'ouverture à l'urbanisation et protection des zones agricoles. Aujourd'hui, on peut s'interroger, il y a des jachères, il y a un tas de trucs. Mais voilà, tout ça forme un tout et l'enjeu est réel. Donc, à nous d'y bosser, à nous d'y travailler et à essayer d'être imaginatif avec tous les partenaires qu'il y a. Hein. Je vais vous présenter un peu le PAT aussi. Non, je ne savais pas présenter. Dans le cadre du PAT, il y a beaucoup de partenaires et c'est le côté intéressant. Bon, j'ai un peu divergé de l'objet de la réunion, hein, puisque c'est aujourd'hui balayer un petit peu les obligations qui nous sont faites de par la loi, mais il n'en demeure pas moins que quand on parle alimentaire, il y a évidemment, encore une fois, des enjeux d'importance. Voilà. Anaïs, à vous. Voilà. Donc, je redis merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Donc, on va faire la présentation à deux voix avec Karine Laclos qui travaille à la Chambre d'agriculture. Peut-être faire un tour de table, non? Et voilà, ce que je vais proposer aussi, peut-être qu'on fasse un tour d'écran comme on l'a là. Il y a deux personnes qui sont connectées avec nous en visio. Monsieur Lavagne, peut-être je vous laisse vous présenter. Je ne sais pas si vous avez, c'est bon. Ouais. Oui, donc Patrick Lavagne, moi je suis maire de la commune de Les Cabanes, vice-président de la 4C, communauté de communes du Cordet et du COS, en charge des écoles, de l'enfance jeunesse et de la vie sociale. Et j'étais référent également au niveau de la cuisine de Fontbonne. Sur Peine. Peine. Et Madame Anglès, je ne sais pas si vous avez un micro pour vous. Oui, bonjour, Monique Anglès. Je suis élue à Saint-Grégoire et présidente du SRPI, c'est l'école donc Saint-Grégoire-Sossenac. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être un tour de table, je vous laisse. Jean-Claude Clerc, je suis le maire de la commune de Sainte-Gemme. Et la commune de Sainte-Gemme est sur un RPI avec 3 écoles. Jean-Marc Panis, responsable de la cuisine centrale. Je suis Carole Chanza, je suis responsable du pôle scolaire et restauration sur la commune de Carmont. Cécile Ozièche, je suis l'adjointe en charge de la restauration, l'enfance et la scolarité à la mairie de Carmont. Guillaume Marty, mairie de la Paroquia, adjoint à la Paroquia. Et RP aussi, seconde école. Alors, nous, c'est un peu compliqué, vous êtes sur 2 petites communes. On a une école sur Cordes, sur la commune avec le Ségur. Avec le Ségur. C'est atypique. Oh, ça le bien moins, ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Salles et Virac qui sont ici à RTI et bon, ils vont être des deux côtés de la barrière. Moi, je suis Sylvie Gravier. J'habite à Biard, c'est une petite commune où il y a une école, et je suis vice-présidente à la commune 4C, Cordet et Causse, responsable du développement durable, et récemment déléguée pour participer aux réunions sur la réflexion sur la cuisine collective de Fontbonne.
Pierre Schultes, adjoint au maire de Clermont. On disait, c'est même donc présidente du PETR. Et du coup, bonjour, donc Karine Laclos, Chambre d'agriculture du Tarn. Je suis conseillère circuit court et je m'occupe plus particulièrement de restauration collective et des filières alimentation de proximité de façon générale au niveau du département. Moi, je ne suis pas référente géographique, c'est vraiment au niveau du département. Voilà. Et Anaïs qui est plus à présenter. Oui, Anaïs Huyot, je peux vous représenter. C'est vrai que je n'avais pas forcément prévu de présenter le projet alimentaire territorial, mais voilà, comme à l'échelle du pôle territorial, ça fait depuis 2017 qu'on travaille sur ces questions-là, agricoles, alimentaires. On a répondu à une des mesures du plan de relance, là, qui va nous permettre, là, sur 2022-2023, quand même, de développer pas mal d'actions sur ces filières-là, dont des actions sur la restauration collective, mais pas que. Si ça intéresse certains, j'ai des petites plaquettes là pour présenter un peu les axes stratégiques et ce qui va se passer aussi sur ces années-là. Et donc aujourd'hui, alors, pour les personnes qui sont en visioconférence, n'hésitez pas à nous faire signe si jamais si ça bug à un moment donné. L'idée donc aujourd'hui, c'était de faire un focus sur deux réglementations quand même qui arrivent là et qui impactent fortement la restauration collective. Nous, on n'est pas des juristes, donc on nous a prévu une présentation. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, et on pourra les noter et puis après aussi aller se renseigner nous auprès de nos interlocuteurs si on n'a pas la réponse. Donc voilà, on va essayer de tenir j'avais prévu 1h30 de réunion, que chacun s'appuie en fonction de vos impératifs après. Et donc voilà, en 4 temps, donc revenir quand même sur la loi Egalim, peut-être, je ne sais pas si tout le monde est bien au courant de cette loi et ce que ça implique pour la restauration collective. La dernière loi, donc climat et résilience, qui introduit de nouvelles petites contraintes, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas objectifs pour la restauration collective. Je referai un petit zoom, parce qu'il y a quand même, avec le plan de relance, il y a peut-être certains outils financiers, on va dire, ou subventions actuellement en cours qui sont accessibles aux collectivités. Et enfin, on a prévu un dernier petit point. Il y a aussi des outils quand même maintenant qui se développent dans le Tarn là, de plateforme pour arriver quand même à favoriser l'approvisionnement local. Ce que je vous propose, c'est que j'ai prévu une présentation, mais n'hésitez pas à peut-être que ce soit plus interactif. Parce que c'est quand même juridique, donc il faut plutôt poser les questions au fur et à mesure plutôt qu'attendre la fin pour poser toutes les questions. Est-ce que déjà ça vous convient sur ce petit ordre du jour? Donc la loi Egalim, donc maintenant ça date de 2018, là vous en avez entendu parler, c'est suite aux états généraux de l'alimentation. Il y avait eu toute une année avec des débats autour de cette thématique-là. Et il y avait un peu 2 volets dans cette loi Egalim. Un volet qui était vraiment arriver à équilibrer, donc arriver à remettre de la valeur ajoutée effectivement pour les producteurs et donc avoir pour eux un prix de vente qui permette d'équilibrer et même de subvenir à leurs besoins. Et un volet qui va nous intéresser plus particulièrement là aujourd'hui, qui est sur l'alimentation saine et durable, accessible à tous. Je vous enverrai après le PowerPoint avec j'espère, l'enregistrement pour les personnes qui n'ont pas pu participer et qui pourront comme ça suivre aussi ça. Donc voilà, sur la restauration collective, nous, on est vraiment sur ce volet-là, d'avoir une réglementation qui permette de permettre au plus grand nombre d'avoir une alimentation saine et équilibrée pour tous. On a donc un article spécifique à la restauration collective, l'article 24, qui fixe donc, comme je disais, des objectifs assez ambitieux pour les restaurants collectifs en termes d'approvisionnement, de diversification des sources de protéines, contre le gaspillage alimentaire, sur tout ce qui est ustensiles en plastique aussi, on en a moins entendu parler, et l'information des usagers. Alors, je vais balayer l'ensemble des articles et l'ensemble effectivement des objectifs. Donc ça, c'est un peu le camembert, c'est l'objectif en fait horizon 2022. Donc maintenant, on est déjà en 2022, donc c'est vraiment l'objectif actuellement pour toute restauration collective. 20% de produits bio en restauration collective et 30% de produits ce qu'ils appellent durables et de qualité. On verra après ce qui rentre dedans. Donc ça, c'est rentré, ça a été décidé en 2018. Ils avaient fixé 1er janvier 2022 pour l'application. Donc c'est effectif, ces objectifs-là. On sait bien qu'ils ne sont pas forcément toujours atteints dans chaque restaurant collectif. Mais en tout cas, c'est l'objectif vers lequel il faut aller aujourd'hui.
Et c'est vrai que dans les publics concernés, c'est vrai qu'on pense à la restauration collective souvent scolaire en premier lieu, mais il ne faut pas oublier que la loi elle est plus large que ça. Et elle fixe aussi ces objectifs-là pour tout ce qui est universitaire, mais aussi pour tout ce qui est santé, centre de loisirs, crèche, EHPAD, enfin voilà, tous ces organismes-là, ces centres-là rentrent aussi dans cette réglementation-là. Y compris le portage des repas domiciliaires? Non, ce n'est pas de la restauration collective. Ça, je ne pense pas que ça rentre en charge. C'est pas considéré restauration. C'est pas considéré. Pourtant, c'est réalisé. Ça y ressemble pourtant. Mais en fait, c'est parce que c'est pas servi au départ. les mêmes lieux. Juste une info. C'est les cuisines centrales qui font effectivement le repas. Et de fait, quand c'est une cuisine centrale, généralement, c'est appliqué à l'ensemble de la cuisine centrale. Donc, de fait, oui. Mais sur le portage à domicile uniquement en tant que tel, ce n'est pas considéré restauration. Parce que nous, on se pose la question, notamment par rapport aux contenants plastiques, vous savez, qu'on utilise pour le portage des repas. Oui. Voilà. Par exemple, pour venir, bon, là, vous parlez par rapport à la cuisine centrale de Carmaux, mais par exemple, quelqu'un qui fait du portage de repas au niveau de Carmaux, prenons Parquin ou je ne sais pas. Oui, on va y ça. Oui. Mais il n'est pas du tout obligé. Ouais. Pour l'instant, oui. S'il vous plaît, nous, on est bloqué sur la première diapo en visio. Oui. On a toujours l'écran avec l'écran de votre ordinateur et bloqué sur la première diapo. Ah, là. Oui, là, j'ai arrêté. On voit la salle. Et là, on n'arrive pas à lire. Hein. Et là? Ah, mais là c'est parfait. Super. Merci. De rien. Merci d'avoir précisé. Donc voilà, donc je ne sais pas quoi préciser. Enfin voilà, c'est vrai que c'est 20% de bio et 30% de produits durables. Donc qu'est-ce qui est cité? Ah, c'est moi maintenant, je ne vais pas arriver à. Si, j'y arrive. Qu'est-ce qui rentre dans les 30 autres pourcents? Donc on peut aller jusqu'à 50% de bio. Donc les produits bio effectivement sont compris aussi dans ces 30%-là. En conversion aussi, tout ce qui est produit, tout ce qui est labellisé en fait. Là, j'ai mis le détail. Il va y avoir tout ce qui est produit label rouge, tout ce qui est AOC IGP, tout ce qui est sous l'éco-durable aussi, l'éco-label, pêche durable. On a aussi la loi cite produits fermiers ou produits à la ferme, mais là, on est vraiment très restreint sur les yaourts, les œufs, un peu de volaille. Enfin, voilà, il faut quand même retenir tout ce qui est label rouge, IGP, AOP, la pêche durable, parce que ça, il y a quand même beaucoup maintenant de fournisseurs qui proposent des produits sous ce dispositif-là. Et après, on a le dernier aussi, produit issu de l'exploitation HVE, haute valeur environnementale. Peut-être que vous avez entendu parler. On les voit beaucoup, ces logos, quand même, sur les produits viticoles. Sur les filières vin. C'est en train de se développer et on va dire que c'est un peu notre seule possibilité aussi de faire rentrer des produits locaux qui ne sont pas labellisés pour l'instant. Parce que le local, bien sûr, pour la loi, ne rentre pas en compte. Le local n'est pas réglementairement un critère apposable. Donc voilà, si vous travaillez avec des producteurs locaux, et on va dire la seule manière un peu de pouvoir les faire rentrer dans ces pourcentages de la loi Egalim, une conversion en produit lui aussi, ils veulent aller jusque-là, mais sinon, une autre manière, effectivement, est-ce qu'ils puissent être labellisés HVE. La méthode de calcul, c'est en valeur hors taxe, c'est-à-dire qu'il faut calculer en fait sur l'ensemble de vos achats annuels, sur la valeur de l'ensemble de vos achats, la valeur qui est dédiée à ces produits-là. Voilà. On verra après tout à l'heure qu'il y a un tableur qui permet un peu de faire ça, même si c'est quand même un peu fastidieux de calculer ça. Je ne sais pas sur cette règle-là, est-ce qu'il y a des questions ou si pour vous c'est clair. Bon, voilà, ça c'était Egalim, c'est il y a un petit moment. Ce qu'on a beaucoup entendu parler, qui a été quand même très médiatisé pour tous les restaurants scolaires, l'expérimentation d'un repas végétarien par semaine. Donc ça, c'est une expérimentation qui a commencé en 2019, qui devait se finir. Vous allez voir que Climat et Résilience la poursuit. Ça a été globalement plutôt mis en place en fonction des territoires. Et pour les restaurants scolaires qui ont plus de 200 couverts par jour, il faut établir un plan pluriannuel de diversification de protéines. C'est très vaste. Il faut
indiquer sur un papier qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir diversifier les protéines de la formation, écrire de nouvelles recettes. Enfin, voilà. J'ai aussi un petit document là que je pourrais envoyer pour les collectivités qui sont concernées. Voilà, il y a des exemples qui sont cités sur ce qu'il faut mettre en place. Voilà, ça c'est tout ce qui est diversification des ressources. Je ne sais pas si sur les cantines scolaires qui sont présentes là, est-ce que c'est mis en place ce repas Carmo, oui, je pense. Oui. Je ne sais pas si vous savez. On se sert à la MFR à Nocel, ils nous servent donc un repas végétarien. Les enfants, ils ne trouvent pas à redire, c'est les parents qui trouvent à redire, parce que je vais à la réunion à la MFR, donc il y a différentes autres collectivités. En fait, c'est les parents qui râlent, c'est rarement les enfants. Ils trouvent anormal qu'ils n'aient pas de la viande tous les jours, patin couvert. Oui, ça fait un débat au niveau national. Là, oui, c'est vrai que ça avait été assez dans un territoire, même sur notre territoire, ça a fait un peu de vague. Sur un territoire comme le nôtre, globalement, en tout cas pour la partie Ségala, où on est sur polyculture, élevage, c'est vrai que ça avait fait assez des dents les éleveurs de façon globale. Voilà. Bon. Après, voilà, ce qu'on dit effectivement, c'est de ne pas essayer de faire ces repas-là de manière cuisinée. Et c'est effectivement qu'on ne voit pas du soja arriver un peu du tofu partout. Voilà. C'est dégueulasse. Mais là, on était vraiment juste pour la restauration. Je n'ai pas précisé pour la restauration scolaire. Hein, bien sûr, tout ce qui est EHPAD, etc., n'est pas concerné par cette dispositif-là. Ils indiquent dans la loi effectivement la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec voilà, pareil, mettre en marche une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, sans forcément que ce soit très précisé non plus. L'interdiction, mais ça se fait déjà, je pense. Cette ligne-là, elle est importante parce qu'on retrouve ça dans nos poubelles noires et ça a un coût. Ouais. C'est important, hein. Le volume de gaspillage alimentaire, c'est important. Des choses tout emballées, tout qu'on trouve. Et le pourcentage est très important. Là aussi, effectivement, la loi il faudra le mettre dans le sac rose ou je sais pas comment. Rose, et les gens le respectent. C'est comme tout. Ouais, on verra. Ouais. Ah bah oui, on le souhaite vivement. Ah, ça fait partie après. Enfin, en tout cas, effectivement, c'est vrai que la loi met l'accent quand même sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour les opérateurs préparant plus de 3000 repas, mais ça, je pense qu'on n'est pas concerné sur le territoire. Et donc, voilà, c'est effectivement essayer de mettre en place des actions sans forcément qu'ils citent les actions spécifiques à mettre en place. Mais ça, pareil aussi, donc là, on présente un peu tous les dispositifs. Après, si vous, dans votre cantine ou dans votre restaurant scolaire, il y a des problématiques spécifiques, on peut aussi réfléchir à quel dispositif, quel acteur, quel partenaire solliciter pour arriver à les mettre en place. Contenants et ustensiles en plastique pour toute la restauration collective. Alors ça, comme de manière générale, il y a tout ce qui est touillettes, tout ce qui est petit plastique là, qui n'est plus autorisé. Il y a les bouteilles plates aussi, effectivement. Donc ça, je sais que j'avais eu des interrogations par rapport à tout ce qui est pique-nique, parce qu'il y a quand même, parfois, vous préparez des pique-niques et il y a des bouteilles en plastique qui sont distribuées. Ça, normalement, c'est plus autorisé. Et avec le Covid, quand même, on a fait un petit recul. Oui. Après, la loi indique aussi, si l'eau est impropre à la consommation sur le lieu, on peut mettre des bouteilles en plastique, bien sûr. Il ne faut pas non plus tomber dans des choses. Ce n'est pas la bouteille qui est plate. Oui, elle a oublié le mot eau. C'est bouteille d'eau plate. Non, c'est juste quand tu l'as dit à l'oral. Ah oui, d'accord. Oui, pour les bouteilles d'eau plate. Mais nous avions compris. Oui, et 2025, effectivement, là, c'est interdiction de tout l'utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de services en matière plastique. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, pour tous ceux qui se font livrer, il y a des alternatives aussi, pas plastique, mais ça, c'est quand même quelque chose à réfléchir et à mettre en place. Même au sein des cuisines, hein, quand même, il y a quand même déjà encore... je ne sais pas quelles sont les pratiques ici, là, dans la salle, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui... On est plastique, d'accord. Ouais, qu'il va falloir anticiper et qu'il faut arriver à mettre en place. Ouais. Déjà, les livraisons, les produits arrivent dans des matières plastiques. Il faudrait déjà l'interdire en amont. Oui, alors là, ils ne sont pas allés jusque-là. Alors, sur les fruits et légumes, il est permis un décret en octobre. Oui. Pour interdire les livraisons en produits plastiques, mais sur certains fruits et légumes. Et sont exemptés là-dedans certaines catégories
parce que c'est trop contraignant. Je vais vous donner un exemple. Les endives, notamment, les entours de Bien, le haut-parleur était coupé, ouais. Et du coup, sur certains fruits et légumes, c'est exempté. Mais généralement, en pratique, depuis le 1er janvier, la livraison des fruits et des légumes, il y a toute une liste sur un décret, a été interdite dans des films plastiques. D'accord. Bon, toutes les lois elles progressent de façon dans ce sens-là. Les grossistes, on essaye de. Bien ça ou pas? Voilà, c'est ça la question. Oui, c'est de dire les contraintes qu'il y a à l'origine. Je n'ai pas dit l'inverse, je dis juste qu'effectivement, c'est comme là, en fait, il y a une loi, après l'application. Oui. Bon, le décret est sorti, je crois, le 21 octobre, je n'ai plus en tête la date, donc il faut aussi un certain temps, mais effectivement, encore... Il n'y a pas de moyens coercitifs pour contraindre, il n'y a pas de... Surtout ça, l'histoire, c'est on est raccord à la loi et on fait l'effort citoyen, moral, tout ce qu'on veut, mais... En général, ça marche jusqu'à un certain point. J'évoquais le gaspillage alimentaire, j'ai les chiffres là, parce qu'il y a eu un Modécom chez Trifil, ce qui présente un grand territoire, parce que c'est la majorité du Tarn, plus un peu de l'Hérault, etc. C'est quand même 15 kilos par an par habitant. Et ça fait 6%, presque 7% dans la poubelle noire. Des déchets organiques ou du gaspillage alimentaire? Du gaspillage alimentaire, clairement. C'est pas le déchet. C'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on retrouve neuf, emballé. De patate ou la peau d'orange, hein, c'est pas ça. Non, c'est des choses qui sont intactes. On se retrouve ce que vivent notamment les grandes surfaces, des choses comme ça. Hein. Oui, mais effectivement. Non, mais là, c'est nos OMR à nous. Hein. C'est à nous, c'est uniquement sur le. C'est les OMR, oui, c'est nous. Et comment ils le trient, ça, en fait? Voilà, c'est tout un process. Ils mélangent, ils brassent, après ils en séparent une quantité, ils rebrassent. Comment ils déterminent, en fait, comment ils mesurent ce gâchis? En fait, c'est par sondage? Ah non, après, c'est à la main. Hein. Ils cherchent. Si tu as, je sais pas, si tu as un camion, il fait 9 tonnes, il est éparpillé, il est tout remué. Après, ils en sortent une quantité qui remuent encore, et après, ils ont des systèmes de grilles, de machin, et ça finit à la main. À la main, il finit parce qu'il y a des choses. Le gâchis, comment c'est emballé souvent, c'est des choses entières, là, une saucisse entière, un poulet, etc. D'accord. Non, c'est les gens qui sont spécialisés, ils ont fait venir des bureaux d'études qui font que ça. 15 kilos par personne et par an? Oui. Ça fait, sur le département du Tarn, si on multiplie par 300 000, ça fait quelque chose quand même. Ah oui. 31 000 tonnes, c'est ça? Pas de bêtises. Non, mais c'est sûr que ça, c'est un axe, effectivement. Et puis voilà. 15, bon, je dois être ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est 2 fois, ouais. Tu as une calculette, fais-le. Quand on est en plus dans ces démarches de qualité où on introduit des produits de qualité dans les repas, c'est vrai que c'est encore plus rageant à dire de voir qu'ils peuvent être gaspillés. Et donc, c'est là aussi où on dit qu'il y a la petite marge là pour aller grappiller un petit peu des centimes aussi sur les repas. Bon, s'ils ne partent pas dans les poubelles, c'est déjà... C'est 45 tonnes. 45 tonnes. Je vois qu'il y a M. Gavada qui nous a rejoint en visio, donc bonjour et n'hésitez pas à intervenir s'il y a des questions. Ok, merci. 300 000 avec 1 kilo, ça fait 300 tonnes. Si tu as 15 kilos, ça fait 3000 tonnes. Plus que ça. Si tu dis 15 kilos, 15 kilos par 30 000. Pardon? 15 kilos par 30 000. 300 000 habitants sur le département. Ah oui, il manque un zéro. C'est bien ce qui me semble. Voilà. Donc, effectivement, l'intérêt de clarifier ces questions-là. Donc, voilà. Je ne sais pas sur le plastique si vous avez des questions. Moi aussi, on passe. Il y a un article, effectivement, sur tout ce qui est information des usagers. Comme la réglementation fixe des objectifs effectivement d'approvisionnement avec ces quotas-là, il fixe effectivement l'obligation d'informer l'ensemble des convives une fois par an des taux obtenus dans la restauration collective. Ils incitent aussi forcément à communiquer plus largement. J'ai pris l'exemple d'un menu, d'arriver à communiquer. Là, on voit qu'ils ont mis les petits logos bio, les petits logos, d'arriver à communiquer sur l'ensemble de l'approvisionnement au fur et à mesure. Et voilà, je vois que j'ai fini. Ça, c'était Egalim, ça, c'est 2018.
Et donc maintenant, on passe à climat et résilience. Et la loi Egalim a été revue, non? Corrigée au-delà de ça? Non, il n'y a pas eu de. Egalim 2, Egalim 2 ne traite pas de la restauration collective. D'accord. En tant que texte. C'est uniquement sur le prix des produits, non? Oui, la contractualisation. Ouais. La contractualisation sur la. C'est la forte thématique sur Egalim 2, mais sur Egalim 2, il n'y a pas forcément d'article spécifique à la restauration collective, comme il y avait dans Egalim 1. C'est voilà, comme du climat et résilience qui vient compléter en fait cette loi Egalim. Donc, du coup, sur la loi climat et résilience, les mesures sur la restauration collective. Donc, comme vous le disiez, je crois tout à l'heure, hein, ce n'est pas une loi qui est spécifique à la restauration collective. Elle porte sur beaucoup de thématiques, mais il y a des choses donc, qui concernent plus spécifiquement la restauration collective. Il faut savoir que cette loi qui a été donc adoptée en août dernier, elle reprend principalement, on va dire, les propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, je dis principalement parce que derrière, il y a eu des débats, des aménagements et des modifications, mais c'est simplement pour vous dire que c'est de là qu'est issue la loi. Mais il n'y a pas les décrets d'application. Alors, sur les décrets d'application, effectivement, ils ne sont pas parus. On a eu des échanges, nous, notamment avec le ministère, pour savoir où ça en était, et notamment d'un point de vue juridique. Donc, tout n'est pas paru aujourd'hui. Mais comme sur Egalim, tout à l'heure, elle le présentait Anaïs, elle nous disait, 50% de produits locaux et durables, dont 20% de bio. Mais à l'heure actuelle, le décret d'application qui nous permet de savoir le contrôle de l'approvisionnement local en restauration collective, il n'est pas encore sorti. Alors, on avait de la loi Egalim sur le contrôle, je vous parle. Sur le contrôle, parce qu'en fait, il y a une obligation en fait, de transmettre statistiquement toutes les infos au ministère pour remonter, savoir où en sont les restaurations collectives, ainsi de suite. Mais le décret qui doit obliger et préciser en fait comment remonter statistiquement toutes ces infos, quel contrôle va être fait, quelles sanctions s'il y a lieu d'en avoir. Aujourd'hui, ce décret d'application, il n'est pas paru sur ce point-là. Donc bon, pour climat et résilience, on va attendre un petit peu. Je pense, oui. Voilà. Obligatoirement, parce que sur la partie alimentaire, c'est toute chose, une partie beaucoup plus. Ouais, voilà. Alors, on va venir du coup préciser un petit peu ce qu'a présenté Anaïs tout à l'heure. Puisqu'en matière d'approvisionnement durable et de qualité, elle le disait tout à l'heure, 50% de produits locaux et durables, dont 20% de bio. Et la loi climat et résilience vient rajouter là-dessus un autre objectif qui est, je vais vous présenter tout à l'heure, pardon, j'ai oublié de vous dire que jusqu'à maintenant, actuellement, c'était pour la loi Egalim, que vous a présenté Anaïs tout à l'heure, uniquement tout ce qui était personne morale de droit public, dont même celle qui assure une mission de service public pour une collectivité. Aujourd'hui, avec la loi climat et résilience, à partir de janvier 2024, toutes les personnes morales de droit privé qui font de la restauration collective, la loi va également s'imposer. C'est-à-dire Egalim et loi climat et résilience. Je prends une restauration d'entreprise, c'est quelque chose de privé, c'est une restauration collective. À partir de 2024, ce sera obligatoire de respecter donc la loi Egalim et climat et résilience en termes d'approvisionnement pour la resto. On parlait de Barquin tout à l'heure, ça sera la même chose. Ça en 2024. Au 1er janvier 2024. Et le type de restauration comme les flunchs ou ces choses-là, ils rentrent là-dedans? Non, ça c'est de la restauration commerciale. Ouais, et ça ne rentre pas? Et non. Parce que du flunch, ça ressemble à du collectif un peu. Mais... C'est la restauration commerciale. Voilà. Oui, les restaurants. Je prends cet exemple. Ça rentre pas dans ce cadre-là. Et voilà, c'est la restauration commerciale. C'est la restauration commerciale. Je vous parlais tout à l'heure d'un sous-objectif. J'avais un peu anticipé la diapo suivante, excusez-moi. Donc, un nouveau sous-objectif dans cette loi, 50% de produits durables et de qualité. Et là-dedans, ils ont mis un nouvel objectif concernant tout ce qui est approvisionnement en viande des produits de la pêche. Donc là, alors, je vous ai fait deux carrés, mais on ne va pas parler de la restauration collective gérée par l'État, parce qu'ici, ça m'intéresse. La diapo d'avant, il m'a semblé que j'ai vu le sigle AB. Ça veut dire qu'il n'y a que les produits AB qui sont comptés comme produits bio,
Et alors, s'il y a une autre labellisation, Écossaire ou Nature et Progrès, ça ne marche pas. Alors, Nature et Progrès, ce n'est pas un label reconnu en tant que tel au niveau en France, en fait. Donc, il y a simplement la vraie labellisation biologique. Après, ils peuvent être bio plus Nature et Progrès. On sait que Nature et Progrès, souvent, ils vont même plus loin. Oui. Mais en tant que tel, aujourd'hui, la vraie labellisation bio, il n'y a que celle-ci qui est reconnue dans les 50%. Donc, s'ils sont uniquement Nature et Progrès, ce n'est pas comptabilisé en tant que tel. Merci. Pardon, je reviens à la diapo suivante. Non, j'y étais. Non. J'y étais, pardon. Donc, sur l'approvisionnement en viande et en produits de la pêche, il y a un nouvel sous-objectif qui est apparu, donc toujours à l'échéance de janvier 2024, qui est de dire, sur ces catégories-là bien spécifiques, c'est non plus 50%, comme on le disait tout à l'heure, mais 60% de produits locaux et de produits durables et de qualité. Donc, les mêmes catégories que ce que vous a présenté Anaïs tout à l'heure, mais plus 50, mais 60%. Et pour la restauration collective gérée par l'État, là, on arrive à 100%. Qu'est-ce qu'on a comme restauration collective? Voilà, c'est pour ça. Alors, il y en a peu. Il y a le ministère, voilà, vous avez raison. La cantine du Sénat. Oui, voilà. Voilà. C'est commercial. Hein, ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Il y a les cantines des ministères. Enfin, voilà, c'est vraiment très spécifique. Ils l'ont mis pour dire qu'ils montraient l'exemple, hein, tout simplement, il faut le dire. C'est notamment, j'ai même demandé, vous voyez, par exemple, tout ce qui était crous, des choses comme ça, puisqu'on peut se dire... Au niveau des facultés. Et oui, mais non, ce n'est pas considéré en tant que tel. C'est la région. Oui, mais en fait, non, la région, c'est les lycées. Les facs, c'est national en principe. Donc, et les cités administratives? Alors non, ce n'est pas de la restauration. Cité administrative. Eh bien non. Du coup, donc pour dire qu'en fait, tout ce qui est produit de la pêche et viande. Donc c'est soit... C'est une des sénateurs à l'anecdote. Oui. Qu'a présenté Anaïs tout à l'heure. Alors la première, une certification environnementale niveau 3, qui correspond donc à en tout cas, on a Egalim, on pouvait être certification environnementale niveau 2 2030. Là, ils ont modifié la certification environnementale que jusqu'à fin 2020, HVE, à partir de 2027. Vous avez perdu. Dans la certification environnementale, en fait, dans cette gamme, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et le niveau 3 correspond uniquement au H2. Elle ne se dit pas HVE. Elle est certification environnementale niveau 2. Elle n'est pas HVE. Et bien en fait, dans Egalim et jusqu'à certification environnementale de niveau 2 jusqu'en 2029. Mais là, 2027, donc jusqu'en 2026, vous pouvez faire un niveau 2, mais à partir du... C'est des organismes privés. C'est la chambre d'agriculture, tout va, ça comment bio. C'est pareil, c'est les mêmes organismes. Ah oui, il faut qu'ils payent par contre. Voilà. Des 1 400 € pour 3 ans. Et il y a un audit actuellement, il y a un crédit d'impôt. Et ça y est, il est en train de finir. C'est pour ça qu'il y a les et il est inté. Et là, cette année, ils devaient le renouveler. Mais là, en 2022, ils ont dit, donc on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Ils vont attribuer une somme qu'en avril, il n'y en ait plus. Vous auriez un exemple entre le dernier niveau 2, comment on fait pour passer? Quelle est la différence sur un produit ou autre? Alors, sur 4 piliers différents qui concernent tout ce qui est biodiversité, fertilisation, phytosanitaire et gestion de la ressource en eau. Donc, très réglementaire de base que tous les agriculteurs doivent respecter, par exemple, pour pouvoir toucher de moyens, mais pas forcément de résultats. De résultats. Donc, sur les 4 thématiques, en fait, au niveau de certains critères, donc je vais prendre quelque chose qui est très facile chez nous ici, à contrario, dans les grandes plaines céréalières, ils n'arrivent pas à avoir les points en biodiversité et pas forcément, du coup, à se faire labelliser parce qu'ils n'arrivent pas à avoir, sur ces 4 modules que je vous ai cités, il n'y en a pas un qui contrebalance le poids de l'autre. Il faut arriver à un minimum de points, qui est le minimum de 10 points. Et si, par exemple, à un, vous avez 8 points, et même si à l'autre, vous avez 12, ça s'équilibre. C'est simple. L'engrais d'utilisation, ça c'est quoi? C'est autonnage à l'hectare? Alors, c'est autonnage à l'hectare en fonction de la production également, parce que les normes très variables et très pointues, je peux vous l'assurer, parce que pour avoir suivi un contrôle, pour voir un petit peu comment ça se passait, pour savoir de quoi je parle, c'est quand même hyper pointu et il faut connaître. Pour le phyto, c'est pareil. Alors, pour le phyto, c'est pareil. On va dire que les éleveurs, ils n'ont pas cette problématique-là non plus, hein, chez nous, généralement. Voilà. Donc, ça dépend. Et sur la biodiversité, je vous disais, la biodiversité, c'est pas ce qui pose problème ici. Donc, on va être soit, en tout cas, sur les items phytosanitaires et fertilisation, ça va être là où c'est qu'on en a certains qui ne vont pas passer. Donc, soit en question, forcément que c'est un mètre trop, mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sorties derrière, parce que la rente d'animaux est prise en compte aussi dans le calcul. Enfin bon, il y a vraiment tout qui est pris en compte. Ça va très loin. Et c'est un organisme certifié contrôle donc, chez les exploitants. Donc, il y a un premier contrôle, un contrôle au bout de 18 mois, et tous les 18 mois, en fait, ils ont un contrôle. Et donc, l'organisme certificateur a un tarif qui peut être variable selon les organismes, mais on est entre 900 et 1 400 €.
environ, donc pour les 3 ans. Mais là, on est à la fin du crédit d'impôt, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça tend à se généraliser, comme le disait Anaïs tout à l'heure. S'ils veulent accéder au marché de la restauration collective, étant donné qu'on a cité les produits tout à l'heure durables et de qualité qui rentrent, en termes de local, si on n'est pas labellisé ni bio, ni avec un label autrement, on ne va pas arriver à ce marché-là. Enfin, en tout cas, ça va être plus compliqué. Donc, du coup, il y en a certains qui passent en HV. Et est-ce qu'ils vont vendre plus cher dans ce cadre-là? Et non. C'est bien ça le problème. Parce qu'on est d'accord quand même que la restauration collective reste une restauration maîtrisée et donc ils ne vont pas vendre plus cher. Mais ça, donc c'est pour ça qu'effectivement le crédit d'impôt a permis de passer à certains, mais voilà. Excusez-moi, un artisan ou un petit industriel de notre département qui transforme des produits et qui veut vendre en collectivité, par exemple, qui transforme un produit bio ou un produit HV, de sa composition d'ingrédients final, soit bio ou HV, mais tous. Je prends l'exemple du pain. Alors, je ne suis pas spécialiste, ni en artisan, ni en commerçant, mais je prends l'exemple du pain. Si le boulanger travaille avec de la farine bio, il faut que tous les autres ingrédients soient bio pour que son pain soit considéré bio. Et c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Alors, pas trop d'ingrédients, mais des choses plus compliquées. Voilà. En tout cas, mais après, pour connaître tous les producteurs qui ont cette labellisation, on a une liste. Est-ce qu'on a, voilà, parce alors, soit on ne travaille jamais avec des petits producteurs, on ne sait pas quoi. Vous voyez? D'où l'intérêt de se rapprocher de nous. Voilà. La chambre doit... Voilà, donc nous, effectivement, alors on essaie de suivre. Après, il y en a certains. On ne dit pas qu'on est exhaustif, mais en tout cas, ceux généralement qui travaillent en restauration collective, il n'y en a pas non plus 500 000 pour les connaît. Donc, généralement, on essaie de suivre. Mais pas tous quand même. Et après, en principe, quand même, un agriculteur qui fait la démarche. C'est étonnant. Mais j'en connais quand même qui ont oublié de le dire. Donc, c'est possible. Oui. Non, mais d'où l'intérêt après de se rapprocher de nous pour connaître, mais bon, c'est vraiment très variable. Oui, et de poser la question aussi s'il y en a des fournisseurs déjà actuels. Oui, voilà. Donc, sur HVE, je vous disais donc niveau 2 jusqu'en 2026, mais vraiment niveau 3H en plus pour loi climat et résilience. Et ils ont ajouté 2 nouvelles catégories qui rentrent du coup dans ces 50%. Ce sont les produits issus du commerce équitable. Voilà, comme ça, je pense que tout le monde connaît, on n'a pas besoin d'y revenir dessus. Et une deuxième catégorie, qui sont donc les produits dont l'acquisition a été fondée sur les performances en matière de protection de l'agriculture. Alors, c'est une bien belle phrase. C'est repris parce qu'en fait, souvent, c'est ce qui peut apparaître dans les marchés publics, en fait. Donc, cette phrase a été reprise. Ça pouvait s'appliquer parce qu'on sait que dans le cadre de la commande publique ou autre, donc l'approvisionnement direct, on ne savait pas, voilà. Et donc, on a fait cas. Et je n'ai pas de retour à ce jour. Donc, je pense qu'on aura un jour un décret ou d'application enfin, est possible, sachant que quand même, il y a quelque chose d'improtection de l'environnement et le développement des approvisionnements directs. C'est pas et ou, c'est les deux. Donc, il va falloir entrer en compte ces critères. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'applique derrière. Donc, clairement, oui, donc nous, on doit faire c'était les bagues. Pour l'instant, il faut faire ça. Un jour, il y aura... Les produits équitables, ils sont forcément mieux. Ah non, c'est une autre catégorie. C'est bien ce qui me semble. Non, ils sont... Non, mais... Parce qu'avant, quand HVE, là, puis tout d'un coup, on met de l'équitable, c'est bien la démarche équitable, j'ai rien contre, mais quand on parle de bio et HVE... Catégorie. Mais c'est pour les produits black. Oui, mais en fait, on en rigole, mais par exemple, dans les lycées, du coup, ils passent à du café, en fait. Ils vont passer à du café commerce équitable qui va leur permettre de légèrement, on est bien d'accord, parce que c'est pas en valeur d'achat. C'est plus cher, hein, qui va permettre. En général, c'est plus cher. Moi, je dis ça, mais j'achète que du café équitable. Ah ouais. Non, mais il y en a pas. Il faut acheter équitable, donc souvent c'est très loin. Et en même temps, du café, on ne trouve pas chez nous. Pour faire, et puis, c'est pas meilleur. Alors là, cette diapo va particulièrement peut-être vous faire sourire. Vous n'êtes pas parti, c'est bon. Les produits donc issus d'un PAT qui sont produits sur le territoire d'un PAT et labellisés en tant que tel, parce que désormais, c'est possible de dire produits issus du PAT et 50%. Voilà. Donc ça ne sert à rien. Alors si, parce que, à contrario, et, vous allez le voir, je vais vous le dire, mais l'information auprès des usagers doit être renforcée à l'application d'un PAT. Même si ce n'est pas comptabilisé. C'est complètement de la loi, des lois. Résilience vient renforcer l'obligation d'information chaque année. La part des produits répondant à chaque critère de durabilité, dont ceux issus de circuits courts ou d'origine française. Alors là, pourquoi pas, jusqu'à maintenant, effectivement, ce n'était pas forcément mis en avant. Donc, il va falloir désormais obligation d'afficher en permanence dans le restaurant la part des produits durables et de qualité et des produits issus de PAT. Même s'ils ne sont pas comptabilisés, ça va être désormais obligatoire de l'afficher. Donc, je vous rejoins, je ne sais pas qui l'a dit, c'est complètement contradictoire, mais c'est comme ça. Donc ça, cette application va fixer les promulgations, puisque c'est à partir du 1er janvier, c'est au 1er janvier 2022. Heureusement que ce n'est pas appliqué à la restauration. Concernant la diversification des sources de protéines et les menus végétariens,
Donc, la loi climat et résilience vient un petit peu compléter tout ça, qui est gagnée de façon expérimentale, en fait. Hein. C'était pour 2 ans. Aujourd'hui, donc, cette expérimentation est devenue obligatoire. La loi climat et résilience vient le préciser. Ce n'est plus une expérimentation, c'est désormais obligatoire. Il y a une nouvelle expérimentation possible, c'est d'étendre de façon quotidienne. C'est donc de proposer tous les jours. Donc ça, c'est une possibilité, hein. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Ça, on le fait déjà, donc ça va mal. Et enfin, donc l'extension de l'obligation de mettre en place un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines au restaurant collectif privé. Donc ça, en diversification des sources de protéines. Ça ne veut pas dire un menu végétarien, ça veut dire diversification des sources de protéines. Donc notamment par les légumineuses, ainsi de suite. Et plutôt local, on est d'accord, hein, parce que moi, quand je rencontre des restaurations collectives et qu'on me dit oui, effectivement, on a remplacé de soja, on a peut-être d'autres alternatives, et notamment localement, avec des légumineuses, d'autant plus qu'on a beaucoup de légumineuses bio dans le département, bon, sauf les lentilles cette année, je vous l'accorde, mais voilà, en tout cas, c'est une obligation aussi pour les restaurants collectifs privés de faire cette diversification des sources de protéines. Alors, ça peut prêter à sourire, mais il y a aussi une expérimentation qui est proposée pour mettre en place une solution de réservation des repas. Ça peut prêter à sourire, mais je peux vous assurer que dans beaucoup d'établissements, il n'y a pas cette solution réellement savoir. C'est comme ça qu'il y a du gaspillage. Le nombre de... Oui, nous, perso, on réserve, mais il y a du gaspillage quand même. Voilà. Non, mais alors, ça, c'est parce que c'est pas bon, ça. Le cuistot est là, dites pas que c'est pas bon, on va vous inviter. Simplement pour inciter, parce qu'on dit expérimentation, c'est simplement les inciter. Mais c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, on a des grands lycées fermés qui ne l'ont pas mis en place. Après, je vous rejoins quand vous me dites, on en a aussi, c'est qu'il y a le système de réservation des repas et finalement, ça ne correspond pas à la réalité. Alors, on a certains établissements qui sont allés un peu plus loin en mettant en place, on va dire, des sanctions financières, si je puis dire. Il faut qu'ils payent. Et pourquoi donc ça ne correspond pas en fait? Quelles sont les principales causes? Les élèves qui mangent en ville. Mais par contre, tu ne joues pas le jeu, même la réservation. Bon, après, hors Covid, parce que le Covid. Oui, on est d'accord. Sur un fil courant, oui. Voilà. Mais il y a des parents qui ne jouent pas le jeu. Ça veut dire qu'ils réservent les repas, ils n'envoient pas les enfants à la cantine. D'accord. C'est vrai que. Et vous les faites payer quand même. Ah, mais ils payent. Mais avec le repas à 1 €, les gens prennent même plus la peine de dépocher le repas. C'est un problème. Vous voyez, c'est un peu le contre. Ouais, il y a le côté revers un peu, voilà. Voilà, c'est un peu le revers du repas à 1 € que nous avons établi. Pour 1 €, ils se disent, voilà, hein, c'est 4 € par semaine pour manger. Au resto du cœur. C'est ça. Donc, nous, quand on voit ce qu'on jette, quand même, on aimerait bien pouvoir le leur donner au resto et on ne peut pas. Vous voyez, oui, c'est vraiment, voilà, quand on voit ce qu'on jette, aussi, hein, parce que. Voilà, donc bon voilà. En tout cas, c'est désormais une expérimentation, donc pour essayer justement d'adapter un petit peu mieux, si c'est possible parfois. Il y a des nouvelles prescriptions, pareil, en matière de marché public. On sait que désormais, il y a une obligation apparaître dans les marchés publics pour prendre en compte les conditions de fraîcheur, de saisonnalité et les niveaux de transformation des produits. Donc également ici sur ce point-là particulier. On peut aller parce que il ne faut pas favoriser donc le local, mais la condition de fraîcheur et de saisonnalité, elle est quand même importante. Donc la saisonnalité, par exemple, et je suis franchement pour, et je le dis à toutes les personnes, toutes les collectivités que j'accompagne dans le cadre de marché public, mais il y a aussi certains aliments où on ne va pas pouvoir. Je vais vous donner l'exemple clé. C'est quelque chose qui revient régulièrement. On va parler de saison parce que de toute façon, en France, en tout cas dans le territoire métropolitain. Disons, arrêtons de donner des tomates aux gens, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, oui, voilà exactement. Ça, c'est possible. Ça évitera de les faire venir des serres. En tout cas, c'est désormais obligatoire en fait, d'imposer ceci dans les marchés publics. À sourire, mais c'est peut-être bien que ce soit précisé, c'est qu'il est désormais interdit de se servir, de s'approvisionner avec de l'eau interdite. Pardon, les gâteaux bleus, c'est la viande. Désormais interdit. Parce que ça n'était pas. Et non, voilà. C'est pour ça que je dis ça peut prêter parfois à sourire, mais il y en avait peut-être pas. Moi, personnellement, je n'en connaissais pas des établissements qui. Mais je trouve ça quand même bien que ce soit écrit. Si on l'interdit, c'est qu'il y avait peut-être. Je pense que pour l'instant, il y en a très peu, mais c'est en train d'élevage. Mais dans certains pays, effectivement, et voilà, ils ont fait rajouter dans la loi, c'est plutôt bien que c'est été précisé. Bon, donc là, c'est un petit résumé, hein, mais donc 50% de produits durables, dont 20% de bio depuis le 1er janvier. Sauf sur les viandes et poissons, c'est combien? Oui, mais en 24. Interdiction des contenants et ustensiles en plastique, donc on vous avait mis des échéances tout à l'heure. Renforcement de l'information des convives et donc pour les restaurants aussi scolaires. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur la loi climat ou pas.
Tout ça, c'est vrai que voilà, ça vient quand même, mais bon, c'est quand même Egalim qui fixe quand même des grands objectifs où il avait vraiment au départ. Et là, dans la continuité, préciser, monter encore d'un cran les objectifs, alors qu'on se rend compte quand même qu'actuellement, voilà, il faut quand même déjà atteindre ceux de la loi Egalim. Mais bon, là, on se dit maintenant, voilà, effectivement, sur le végétarien, par exemple, c'était l'expérimentation. Maintenant, voilà, c'est pérenne. Dans la restauration. Oui. Oui. Ah oui, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que la production suive, parce qu'il n'y a que 7% des terres agricoles qui sont en bio. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver cette production. C'est vrai que voilà, ça pose la question de l'approvisionnement. Si étranger, ça peut être bio. Et oui, bio qui vient de vous avez soulevé quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, avec la commande publique, ça peut très bien être bio polonais et venir alimenter dans nos cantines, ou bio espagnol. Ce qu'ils espèrent, effectivement, voilà, c'est que la commande différente selon les pays, mais malheureusement, aujourd'hui, dans le cas de la commande publique, puisqu'on est au niveau européen, c'est quelque chose qui est possible. Ça veut dire qu'il y a une équivalence en fait entre le bio. Et pourtant, ce n'est pas équivalent. Et oui, non, mais je veux dire, il est reconnu bio, alors qu'il n'est pas forcément. Oui. Au niveau à l'échelle européenne, quand même voilà, c'est quand même pas des produits conventionnels. Ils ont quand même des cahiers des charges aussi qui. Donc ils préfèrent le bio étranger. Parce que c'est la commande publique en fait. Le règlement de la commande publique, en termes juridiques, ne permet pas de favoriser une entreprise locale. Mais c'est pareil dans des appels d'offres. Dans ce cadre-là, les choses doivent se passer. Vous ne pouvez pas favoriser. C'est la libre concurrence en fait. La libre concurrence. Et donc de fait. Si on veut faire une économie circulaire. Ce qu'on met tout à l'heure, c'est que le prix du carburant va gérer quelques problèmes de transport. Peut-être qu'on ira peut-être le chercher moins loin. Parce qu'à un moment donné, ça va se poser plein pot. Après, vous le savez, c'est illusoire, en fait, me semble-t-il, l'histoire de dire ah ben oui, mais regardez, on fait venir des produits polonais parce qu'on en exporte autant. C'était un peu de pareil le focus qu'il pouvait y avoir sur les TP où ça avait fait regarder la rocade d'Albi est fait, je crois que c'était une société espagnole qui avait l'équivalent, là ça a énormément de marché en Espagne. Donc après, il faut faire attention à ce genre de choses. C'est vrai que facialement c'est compliqué à gérer, à voir. Non, après par contre, l'estampille PAT, c'est quelque chose, sans doute, même si c'est pas, on est bien d'accord, c'est pas une obligation, mais c'est toujours intéressant de commencer, en tout cas, à le mettre. Parce que quelque part aussi, ça peut permettre aux cuisines centrales, etc., de dire, quand même là, il y a une partie où on rentre dans le cadre du plan alimentaire territorial, et ce n'est pas vain, même si on est d'accord, la loi n'impose pas, parce que tous les territoires n'ont pas créé d'abord une PAT, donc c'est compliqué. Mais je crois à ça, c'est intéressant, ça, Anaïs, qu'on le regarde, ce côté estampillé PAT, ça me paraît quelque chose. Mais est-ce que le PAT est forcément bio? Est-ce que le PAT est bio? Il y a du bio, il y a de tout. Oui, il y a de tout, donc ça change pas grand-chose. C'est local, ça c'est bien. Voilà, c'est local. Le bio, on est d'accord que c'est important, ça donne une connotation du respect d'un cahier des charges, etc. Mais aujourd'hui, l'agriculture a fait aussi énormément de progrès par rapport à ce qu'on a dit là sur la partie, comment vous appelez, à part le bio, la certification environnementale sur l'agriculture raisonnée, etc. Il y aura toujours des indélicats, on est d'accord, il y a toujours dans toute... voilà. Et qu'est-ce qu'il en est du lait cru? Alors, le lait cru, c'est interdit au moins de 5 ans. Ouais. Ça, c'est interdit. La consommation de lait cru est interdite pour les enfants de moins de 5 ans. Au-delà, il n'y a pas d'interdiction. Et donc, notamment les fromages, je tiens à dire que j'ai beaucoup de collectivités qui sont passées, alors bon, le Covid a un peu changé les choses, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais qui sont passées au fromage à la coupe, en lait cru, venant de producteurs, et qui finalement se sont rendus compte que le gaspillage était moindre, parce que chaque enfant prenait la quantité aussi au moment de ce qu'il voulait. Et donc, ça a permis aussi de générer moins de gaspillage alimentaire, mais pour les fromages au lait cru, pas pour les moins de 5 ans. C'est la problématique, effectivement, c'est une cantine, je sais que Fonbonne nous avait déjà interpellé, quand ils servent, effectivement, quand ils font des repas à crèche et scolaires, des fois, c'est-à-dire qu'il faut différencier. C'est pour des raisons sanitaires. C'est pour des raisons sanitaires. Alors qu'ils ont la fromagerie du Pic en bas, et ça peut être un peu... Mais oui, voilà. Parce que c'est pas pasteurisé. Pour moi, je ne vois pas où est le problème. Je peux pas, voilà. La réglementation, moins de 5 ans, c'est interdit.
ce qu'on voulait juste vous présenter, là, le site, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est donc le gouvernement qui a mis en place ce site justement pour aider les cantines dans tout ce qui est loi Egalim et climat et résilience. Donc, il y a beaucoup de ressources, en fait, sur ce site internet-là. Ah mince, pourquoi il me demande de monter? Ah mince. Et notamment, je parlais tout à l'heure d'un gros Excel pour arriver à essayer de calculer un peu ces pourcentages actuels. Donc, c'est fastidieux, hein, c'est sûr que c'est fastidieux. Mais voilà, il y a ce gros Excel-là où on peut rentrer tous les mois, en fait, tous les mois, ces factures. Ça s'appelle Ma Cantine. Ouais, je vous le mettrai dans le... vous voyez, et en fait, après, on rentre facture par facture. Il faut rentrer tous ces produits et après, il sort des petites synthèses. Alors effectivement, voilà. Après, il y a certaines cantines ou collectivités ou cuisines centrales qui ont déjà un logiciel de gestion du stock. Et désormais, les nouveaux logiciels de gestion du stock qui sortent peuvent permettre en fait de calculer généralement les produits éligibles également. C'est sur le code barre ou... Non, alors c'est au paramétrage, en fait, il faut le rentrer la première fois, donc c'est fastidieux au départ, et après, voilà. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, en fait, cet outil, comme vous le présente Anaïs, il permet cette possibilité-là, parce qu'à un moment donné, s'il faut faire un retour au ministère en statistique en parlant, il faudra bien avoir aussi les moyens de le faire. Voilà. Et ça, c'est un état annuel, hein, c'est ça? C'est annuel, oui. Après, ce qu'on conseille aussi, voilà, annuel, ça peut être fastidieux. Déjà, si vous le faites sur des périodes, enfin, on conseille de commencer par le faire, voilà, entre 2 vacances scolaires, sur une période de 6 semaines, souvent c'est entre 2 périodes scolaires. Voilà, ça commence par, voilà, déjà à donner un peu des pourcentages qu'on peut commencer à communiquer. Oui, après, nous, on a créé un petit outil pour savoir un petit peu où on en est aussi, quoi. Donc, de répertorier sur ce grand tableau. Bon, voilà, ça c'est un qui existe, voilà, qu'ils ont mis à disposition. Qui donnerait la source. Et il y a aussi, là, je ne me suis pas connectée, je n'avais pas pensé que je ne serais pas connectée là, mais il y a aussi des petites affiches qui proposent. Et voilà, et vous retrouvez pas mal de documentation sur tout ce qu'on vous a présenté là sur la loi. Il faut se créer un compte. Et après, on peut aussi publier les résultats de sa cantine, si on souhaite. Et donc, il y a cette cantine qui l'ont déjà fait. Et donc, on voit apparaître voilà, un petit peu ça. Voilà, c'était un site internet que je voulais partager. Et alors, je vais revenir sur ça, mais je ne sais pas. Juste la petite manip pour qu'ils puissent voir ce que je reviens sur le PowerPoint. Arrêtez. Voilà. Et il faut que je revienne. C'est ça. Est-ce que vous voyez en ligne toujours mon diaporama? Oui, on le voyait jusqu'à présent et maintenant on a alors je ne sais pas ce que vous avez à l'écran. Vous n'avez rien à l'écran. Ah, ça y est. Ben non, non, on a toujours la première diapo comme au départ. Comme à la dernière fois. Alors je pense que je vais faire comme ça. C'est toujours un peu la difficulté. Hop. Je crois que c'est bon normalement là. Je fais comme tout à l'heure. Là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Merci. Et donc voilà, par rapport à... Alors, juste que je mouline. On voulait après vous avoir présenté ça, vous présenter un peu quand même les petites opportunités, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, de financement actuel, parce que forcément, ces réglementations-là voilà, fixent des objectifs quand même assez hauts. Donc, c'est que forcément, financièrement, il va falloir trouver un petit peu des astuces. Donc, juste vous rappeler qu'il y a toujours une mesure du plan de relance, la mesure 14, qui permet tout ce qui est investissement dans la cantine scolaire, qu'on soit en concédé ou qu'on soit en régie directe. Donc, pour ceux qui sont en concédé, ça peut être aussi dans la cantine, sur du matériel. Souvent, il y a de la réchauffe, il y a de la vaisselle aussi. Enfin, voilà. Sur l'audit aussi, ça peut aussi financer des audits. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être financées et ça peut être pris en charge à 100%, ce qui est quand même exceptionnel. Là, je vous ai mis la carte, il y a quand même pas mal de communes maintenant qui ont déposé des dossiers. Mais il en reste qui sont éligibles parce que c'est seulement les communes éligibles à la fraction cible de la DSR qui sont éligibles. Donc voilà, si vous n'avez pas déposé de dossier encore, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et on pourra vous aider pour monter le dossier. Le dossier n'est pas très, très gros et pas très, très lourd. Donc il faut en profiter pour 100% de financement quand même.
C'est inédit, quoi. 100%. Quelles sont les couleurs? Alors, en vert, ils ont déposé les dossiers et en bleu, ils sont éligibles. D'accord. Donc, la communauté de communes, en fait, a déposé, vous, sur la 4C, un dossier parce qu'elle gère la restauration. Oui, je pense. Je pense que leur la cantine scolaire. Oui. De la cantine Ils ont scolaire. la compétence, en fait. D'accord. Et ils ont les financements, c'est quoi? C'est le matériel de cuisine? Oui, ils ont acheté du matériel de cuisine. Par contre, une question, une cantine, mais qui ne fait pas cantine, quoi, qui fait que recevoir les plats, est-ce qu'elle peut rentrer dans cette mesure? Ouais. Elle peut, par exemple, j'ai Bellegarde Marsal qui ont acheté des bacs en inox. Si elle est propriétaire. Ça, ou des bacs pour le transport. Les bacs en inox, c'est-à-dire que maintenant, avec leurs fournisseurs, ils ont acheté des bacs en inox et le fournisseur leur livre dans ces bacs en inox qui leur appartient. Est-ce que Carmo peut faire 2 demandes, la cantine pour les cuisines, la cuisine centrale et pour les cantines des écoles? Non. C'est un dossier par commune. Dans le Vous avez dossier, le retour, dossier, par non. C'est hyper long. Il ne faut pas être pressé, par contre. Faut pas être pressé. C'est très avantageux, mais il ne faut pas être trop pressé. Et c'est vrai que, attention, il y en a qui se sont fait avoir. J'ai Sérénac là, qui m'a recontacté. Malheureusement, avec l'augmentation et le prix du matériel qui augmente, ils se sont fait un peu coincer par rapport à ça. Donc, je dis, il faut vraiment aller demander le max en fait, de subventions. C'est vrai qu'ils avaient demandé moins en plus, parce qu'ils disent, on va bien tout ce matériel-là. Mais avec l'augmentation maintenant, et ça a pris 500 € je crois, sur quelque chose. C'est énorme, l'augmentation. Donc voilà, il y a du matériel quand même que vous pouvez avoir au sein de votre cantine, même si vous êtes livré. Ça peut rentrer. Notamment tout ce qui est substitut au plastique. Des fois, vous avez encore des couverts ou des pichets ou des choses en fait. Ça rentre dedans. Tout ce qui est gaspillage alimentaire aussi. Il y a des gâchimètres qui peuvent être pris en charge. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc, tout dépend du nombre de repas. Voilà, la subvention effectivement évolue en fonction du nombre de repas. Vous dites que c'est par commune. Et on a des structures différentes, par exemple, l'EHPAD et cantine scolaire, ça va. Alors, là, c'est que pour les cantines scolaires. Que pour les cantines scolaires. Et quand vous êtes en SRPI, c'est le SRPI qui peut déposer. Enfin, pour certains. Et sur le SRPI, il peut y avoir des communes éligibles et d'autres non éligibles. Et du coup, c'est au prorata. Des communes éligibles. C'est compliqué. Et pourtant, je vous assure qu'il n'est pas compliqué. Pour une fois qu'on a un dossier pas trop compliqué, sincèrement, du moment où la commune est éligible à 100% de subvention, comme le disait Anaïs, il n'est pas très compliqué le dossier. C'est vraiment, pour une fois, c'est une chance. Vous nous l'envoyez, ça Oui. Donc voilà, ça c'est un dispositif que je voulais rappeler parce que toutes les communes n'ont pas encore. On l'a fait, nous. Vous avez fait, oui, je crois. Le SRPI. Le SRPI a fait, oui. Après, il y a un autre dispositif que peut-être vous connaissez. Ça parle de subvention, on est à fond. Certains, ça c'est un dispositif qui date de. Vous ne laissez pas passer une. Qui date, je ne sais plus de quelle année, mais ça fait quelques années maintenant. C'est une aide en fait de l'État pour mettre en place en fait la facturation des repas en fonction du quotient familial. Oui. Vous faites partie de ces cadres-là, que vous faites partie. Donc, c'était 2 € en fait. Et maintenant, l'État verse 3 € par repas qui est facturé à moins de 1 €. 1 € ou moins. Donc, c'est vrai que ça permet, ils ont fait un joli petit schéma, ça permet quand même pour certaines communes qui facturaient le repas à 3 € de récupérer quand même un petit peu de financement. C'est pour les communes qui sont éligibles à la DSR péréquation. Par contre, ils demandent à la commune de faire 3 tranches de facturation. Donc, une à 1 € au moins, et 2 autres qui sont à plus de 1 €. Voilà. Mais pareil, ça permet quand même, pour certaines, on a parlé de l'alimentation qui avait un rôle social aussi. Bon, ça peut peut-être engendrer aussi d'autres problématiques. Les 3 €, ça commence quand là? Parce que je ne vois pas de date. Des DSR péréquation. Il faudrait regarder les communes qui sont. Oui, non, mais je veux dire, ça a débuté quand? Ça a débuté il y a quelques années. Non, mais les 3 €. Oui, il y a quelques années. Mais il faut faire la demande. Ouais, je crois qu'on est là-dedans. Je ne me rappelle plus. Mais si tu n'es pas en dotation de solidarité, le péréquation, tu n'as pas à être qualifié. Mais nous, on a une aide de l'État là-dessus.
Pour le 1 €, on a une aide. Bon, bah, ça doit être ça. Donc ça doit être 3 € vu que c'est 3 €. Au début, c'était 2. C'était 2, c'est passé 3. Moi, c'est pas moi qui le gère, c'est pour ça que je ne suis pas informé. C'était là, ça devait être 2021 ça a dû, parce que c'était avec le Front de relance. Ils ont communiqué en même temps que le France relance. Je ne sais pas, ça va être renouvelé plusieurs années. Ça va être sur plusieurs années. Pour l'instant, c'est toujours, voilà, c'est triannuel, voilà, c'est ça. C'est comme budgétaire, on ne sait pas, il y a des élections, bon voilà, c'est des dispositifs en tout cas qui pour l'instant sont effectifs et qui permet quand même voilà, de récupérer un. Alors la question c'était comment on récupère le quotient familial. Comme ça, c'est, je vous assure, si on leur demande. Les familles, en fait, quand vous annoncez le prix à la famille. Oui, le quotient familial, c'est la table qui le donne. Ah oui. Après, on peut aussi se rapprocher de. Je sais que l'État m'avait dit, pour si vous voulez connaître un peu le pourcentage de famille, le quotient familial de votre territoire, ça on peut aussi l'obtenir. Ah bon, on peut demander, oui, à la CAF, oui. Mais nous, c'est les familles qui ont ramené. Oui, c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Généralement, les familles, si un paye qu'un euro, c'est. Vous payez qu'un euro, mais c'est si vous voulez estimer un petit peu le nombre, voilà, parce que c'est vrai que certaines personnes, des fois, pour pouvoir donner les tranches, on va dire, connaître la répartition des familles suivant le quotient familial, ça, on peut le demander à la CAF. Vous puissiez après voilà, estimer jusqu'à où vous allez. Je ne l'ai pas, mais déjà, il y a un quotient familial relativement haut, je veux dire, pour bénéficier du dispositif. Enfin, vraiment, ça aide vraiment les familles qui socialement sont défavorisées, mais d'autres qui le sont quand même moins. Vous voyez, ça. Ouais. Mais ça, les tranches, c'est vous qui le fixez. C'est ça, c'est ça. Enfin, voilà. Nous, voilà, on a choisi, la collectivité a choisi quand même Et ça a été accepté. Oui. Ah, mais non, parce qu'on peut choisir, mais aussi il faut que l'État accepte. Oui, après, il demande s'il y a quand même. Donc, c'est un qui a moins de 1 € ou 1 €, mais après, les autres tranches doivent être supérieures. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire, du coup, c'est à contenir 1 € pour tout le monde, pour tous les repas. C'est 1 € pour moins de, je ne sais pas combien, je ne sais plus en tête, et puis après, le repas d'après, c'est un. Donc, ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Ouais. Les frais à l'école, je te laisse te présenter, c'est toi là. Alors, du coup, les frais à l'école, M. Fanny, je pense que vous l'avez déjà présenté peut-être, mais là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la mesure 14 en disant que c'est relativement simple. Là, ça l'est moins. Mais ça peut être très avantageux. Pourquoi? Parce que je viens amener une condition, mes limites après, mais c'est vraiment assez particulier. Pour toute distribution de fruits et légumes ou de produits laitiers qui ont lieu soit sur le temps du midi, soit à la sortie scolaire pour le goûter, de 16h uniquement, pas un goûter en matinée, il y a donc une aide financière par ce programme européen. Cependant, ce programme européen nécessite que les fournisseurs de produits laitiers et de fruits et légumes soient référencés avant que vous fassiez la demande. S'ils ne sont pas référencés en amont, ne pourraient pas bénéficier de cette subvention, même si vous leur prenez les produits. Concernant le temps du midi, on disait tout à l'heure, vous savez, les 50% de produits durables et de qualité, les 60% pour la viande et les produits de la pêche. Là, ça va permettre en fait de financer la différence entre un produit conventionnel et un produit SICO uniquement sur fruits et légumes et produits laitiers. C'est quoi SICO? SICO, ah oui, pardon, signe d'identification de la qualité et de l'origine. En fait, c'est tout ce qui est label, ainsi de suite. Ce qu'on a présenté tout à l'heure, label rouge, AOC, IGP, ainsi de suite. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça va permettre ce financement-là. Donc, la différence, je redis bien, entre un produit conventionnel et un produit SICO, par exemple, un produit bio. Ça prend encore. J'estime que pour une portion, il y a 10 centimes de plus pour des bananes bio. J'ai un exemple qui n'est pas forcément celui-là. Et donc, la subvention va être de 10%. Mais quand c'est tomates, il y a des forfaits différents selon les produits avec des tarifications spécifiques en face. Par contre, il y a quand même des contraintes administratives, et c'est là où je disais tout à l'heure, c'est pas simple. Il y a des contraintes administratives et de cuisine qui sont assez lourdes. Administrative, parce que, donc, je vous le disais, si vous souhaitez faire agréer votre cuisine centrale ou votre cuisine, donc il y a un dossier à déposer, bon, ok.
Une fois qu'il est déposé, c'est bon. Ensuite, les producteurs ou fournisseurs avec lesquels vous travaillez, si vous voulez vous approvisionner et bénéficier de la subvention, il faut qu'ils soient référencés avant que vous passiez la première commande et que vous demandiez l'agrément, sinon ce n'est pas possible. Troisièmement, il y a un suivi administratif sympathique, il faut garder tous les bons de commande, tout transmettre. Il y a des affichages obligatoires sur la porte de l'école, sur les cantines, sur la communication auprès des usagers, ainsi de suite. Mais ça permet vraiment quand même d'avoir, en fait, de pallier peut-être à ce surcoût, notamment dans le cadre de la loi Egalim, pour les produits, donc SICO, fruits et légumes et produits laitiers. Il y a une autre contrainte, je vous ai dit, administrative et de cuisine. Pourquoi? Parce que, en principe, les fruits et légumes et produits laitiers présentés et subventionnés dans ce cadre-là ne doivent pas avoir d'additifs, mais aucun. Pas salé, pas d'huile, pas de sucre. Donc, c'est-à-dire, c'est un produit cru, par exemple des carottes râpées, mais sans vinaigrette. Ce n'est pas des légumes qui sont cuisinés avec de l'huile. Donc, ça marche beaucoup plus pour les fruits, parce que là, c'est plus facile. Pour les produits laitiers, notamment les yaourts, les fromages à la coupe, ce genre de choses. Non, mais c'est quand on achète qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'huile. Non, non, non. Même à la présentation des élèves. Ah, la présentation. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus contraignant. Ça marche bien pour les fruits, ça marche bien pour les yaourts, les fromages, pour les légumes. Les yaourts sans sucre. Yaourts sans sucre. Sans confiture, sans rien. Mais il ne faut pas les présenter avec du sucre, forcément. Alors, il ne faut pas les présenter avec du sucre. Après... Sur la table, il peut y en avoir. Voilà, je ne me prononcerai pas, mais en tout cas, ça permet... Et alors, ce programme européen, alors j'ai quelques plaquettes, je vous les donnerai tout à l'heure. Si vous avez des questions, je pourrais venir vous l'expliquer plus en détail ou quoi que ce soit. Ce programme européen, il faut savoir qu'il est actuellement vraiment pas utilisé en France, puisqu'on arrive à 3% de la somme européenne. On pourrait avoir la France. C'est parce qu'il est simple. C'est parce qu'il est simple. Il est compliqué. Le dossier mesure 14, tout à l'heure, je vous ai dit, il est franchement simple. Celui-là, on ne le fait pas. Non, je n'ai pas dit qu'on ne le fait pas. J'ai dit que quand on le fait, il faut être vraiment hyper rigoureux. C'est dommage parce que ça permet en fait d'avoir une aide financière. Mais je vais être hyper honnête, par exemple, les légumes, ce n'est même pas la peine d'essayer. Les fruits, par exemple. Les fruits, non, alors, et je pense à certains produits laitiers. Le fromage, c'est très simple. Mais effectivement, les légumes, c'est quand même hyper compliqué. Vous avez un contrôle et vous avez servi vos carottes vinaigrées, vous n'avez pas la subvention. Donc voilà, je vous donnerai quand même les plaquettes tout à l'heure parce qu'il y a quand même des avantages. Et il y a aussi la possibilité, donc, alors je ne sais pas selon les établissements, mais qui fournissent le goûter aux élèves à la sortie de l'école. Là, ce goûter peut être subventionné également. Et là, pour le coup, ce n'est pas que la différence. Et là, c'est la différence entre quoi et quoi? Entre le bio et le goûter? Le surcoût, là. Financement sur le surcoût. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la différence entre le produit conventionnel et le produit SICO, qu'il soit bio. Voilà. Donc, la différence entre le produit conventionnel et le produit bio. C'est à peu près... Ah, mais de toute façon, France Agrimaire qui suit ça et qui a produit ça, je vous assure, vous avez des référentiels, des prix nationaux, ils sont revus tous les 6 mois, vous avez des forfaits. C'est pas vous qui estimez ce. C'est pas vous, hein, je vous rassure. Mais bon, avant de vous lancer, vous connaissez tout. Et il y a même une calculatrice en ligne pour faire des simulations. Après, il y a aussi une autre contrainte, c'est qu'il faut au minimum 400 € d'aide. Si vous n'arrivez pas au taux minimum de 400 € d'aide, vous n'êtes pas finançable. Et 400 €, ben, ça dépend de la taille de la collectivité. J'ai essayé de faire des simulations, à peu près, il faut 90 enfants. En dessous, on passe pas. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. 90, 100, ça dépend. Voilà. Bon, je vous laisserai les plaquettes des fruits. Si on a passé 40 heures à l'administrer, c'est pas non plus administratif. Bon, effectivement, par contre, c'est un peu lourd administrativement. Il faut le payer, l'administratif. Je sais. C'est pour ça que on a fait que ça. Alors que ça, c'est pas un temps plein, mais effectivement c'est lourd. Et il a été demandé à ce que l'ingénierie soit prise en compte, puisqu'on est à 3% mais bon, pour l'instant, c'est pas accepté. Alors, pardon, j'ai un peu avancé dans les diapos.
On avait dit qu'on faisait un point aussi sur comment faciliter l'approvisionnement local, et Anaïs le disait tout à l'heure, aujourd'hui on a des nouvelles solutions qui sont apparues sur le territoire et on voulait vous en présenter quelques-unes. Tout d'abord, vous parlez de la plateforme Produits sur son 31. Il y en a certains peut-être qui la connaissent. Produits sur son 31, c'est une plateforme c'est une association qui regroupe des producteurs, majoritairement, donc uniquement des producteurs, des exploitants agricoles. Il n'y a pas de fournisseurs autres. Majoritairement de la Haute-Garonne et quelques-uns du Tarn, puisqu'aujourd'hui, donc, ça se développe dans le Tarn. Mais il peut y avoir aussi des associations avec la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers, ainsi de suite, selon certains produits. Donc, uniquement des producteurs qui livrent donc plusieurs types, on va dire, qui ont plusieurs débouchés, pardon, je vais y arriver. Donc la restauration collective, bien sûr, mais aussi des magasins fermiers, des épiceries fines, des magasins producteurs pour des compléments de gamme, ainsi de suite. Concernant le déploiement de Produits sur son 31 dans le Tarn, ils sont désormais implantés sur Albi, à l'ancienne cuisine centrale d'Albi, depuis désormais, alors 1 an, on va dire, mais réellement depuis 2-3 mois physiquement, puisque désormais, il y a 2 employés donc, qui sont sur le site d'Albi. Ils ont une logistique assez complète, puisqu'il y a 6 camions désormais, avec chauffeur, ainsi de suite. Un entrepôt à Albi, un entrepôt à Toulouse, au Midi. Des tournées qui sont organisées, il y a 3 tournées semaine, dont 2 qui sont dans le Tarn. Enfin, une complètement dans le Tarn, mais voilà. Donc, on a des produits. Sur 180. Mais du coup, effectivement, c'est une bonne remarque. Il y en a beaucoup qui l'ont posé et à Albi, ils vont sans doute le modifier. Ça va toujours s'appeler Produits sur son 31, la plateforme, mais il y aura une déclinaison sans doute Tarn, Albi, quelque chose comme ça. Voilà. Les producteurs, donc je vous ai dit, il y en a quelques-uns du Tarn, aujourd'hui peu, mais il faut aussi le faire connaître. Enfin, ça peut être un débouché pour les producteurs et c'est aussi un débouché pour la restauration collective parce que ça leur permet d'avoir en une seule et même livraison, donc plusieurs produits en provenance directe des producteurs. C'est bien. Voilà. Donc, si vous avez besoin des coordonnées un jour, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, ils ne travaillent qu'avec des collectivités. Non, ce que je disais tout à l'heure, ils livrent également des primeurs, des magasins de type épicerie fine. Voilà. Mais ils n'ont que des producteurs. Il n'y a pas que du bio, il y a de tout. Pas de particulier. Non, pas de particulier. Deuxième outil, AgriLocal. Alors, AgriLocal, c'est une plateforme c'est une plateforme en ligne, là, pour le coup, qui a été mise en place par le département du Tarn. Ça a été initié en septembre dernier. C'est une plateforme qui met en relation, on va dire, fournisseurs et acheteurs de la restauration collective. Ce n'est pas uniquement des producteurs, j'ai bien dit fournisseurs. Donc, ça peut être aussi des commerçants, des artisans, ainsi de suite, des grossistes, bien entendu. Les producteurs qui le souhaitent se font référencer. Les collectivités qui souhaitent donc passer commande peuvent le faire et ça respecte la commande publique en fait. Ça génère automatiquement un contrat, ainsi de suite, qui va permettre de respecter la commande publique. D'où l'avantage pour les collectivités, parce qu'elles n'ont pas à rédiger le contrat. Donc, il faut quand même rentrer les critères, ainsi de suite. Vous les pondérez de la façon souhaitée. Et ensuite, donc, vous pouvez pré-choisir des fournisseurs dans le sens où, pour leur envoyer la notification de marché, et sinon, tous ceux qui sont référencés dans le produit cherché reçoivent la notification. D'accord. Dans le périmètre que vous avez préalablement choisi. C'est des produits locaux, non, spécialement. Mais je vous ai dit, en fait, tout fournisseur, tout producteur. D'accord. Nous, dans le Tarn, on s'attache à référencer que du local. Mais n'importe qui a le droit de demander à se faire référencer. Donc, n'importe quel grossiste. Donc, il faut aller voir. On les voit, les noms. Oui, et puis ensuite, quand vous passez, en fait, si vous voulez, c'est comme une procédure d'appel d'offres facilitée. Quand vous dites, je ne sais pas, je recherche 70 kg de lentilles, admettons, vous rentrez le critère 70 kg de lentilles qui doit être livré le 25 mars en sachet de 20 kg, je ne sais pas, peu importe. Et vous rentrez les critères et nous, là-dessus, on va s'intéresser à voir ce qui est, je ne sais pas, puisqu'après, si vous voulez, il y a une notation qui est attribuée selon les réponses.
Et vous allez choisir parmi ces réponses-là. Et vous allez dire, moi, à 40%, je vais m'intéresser au prix, à 30% à la qualité. Enfin, vous le pondérez de la façon que vous voulez, quand vous indiquez en fait votre demande. Et vous achetez à Villeneuve-sur-Mer. Voilà. Ça, c'est vraiment, pour l'instant, c'est quand même expérimental. Cette année, Il y en a pas trop. les pois chiches, plutôt cette année, puis l'année prochaine. Mais voilà. Ça, mais je veux dire qu'elle est quand même expérimentale encore. Voilà. C'est le département là, qui vient de la lancer. Pour l'instant, il y a quelques cantines, quelques collèges, parce que le département, qui testent l'outil. Et on espère que voilà, ça va se développer et ça va s'ouvrir plus largement. Voilà, on a 3 collèges de tests pour l'instant. C'est ouvert aux autres, mais ça ne s'est pas vraiment déployé encore. Voilà. Mais l'avantage, c'est surtout pour les cantines qui doivent respecter les quotas de marché public. Oui, là, ça permet de respecter. C'est ce qu'on va faire cette année, donc pourquoi pas. Ouais. Et là, pareil aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et par contre, juste, alors je pense que ce n'est pas très ici, mais je vous le dis quand même, ce n'est pas ouvert au privé. Comment? Ce n'est pas ouvert par exemple, aux cantines, je vais y arriver, pardon, aux écoles privées. Ah oui, ce n'est ouvert qu'au public. Désormais, pour l'instant, je ne dis pas que ça évoluera pas, mais pour l'instant, ce n'est possible que pour les cantines publiques. Voilà. C'était un petit peu tout, je crois. Et donc, cette plateforme, ça, c'est très récent. Ça a été initié le 15 septembre, ça a été mis en place au niveau du département. Très récent. Mais je vous dis. Parce que le département, il avait travaillé depuis belle lurette, quand même, à essayer de créer une plateforme. Ouais, mais c'est vrai que pour l'instant, ils n'avaient pas encore créé l'outil. Voilà. Alors, AgriLocal, c'est national, en fait. Et la plupart du temps, c'est les départements. C'est une plateforme nationale et elle est déclinée dans certains départements qui souhaitent le mettre en place. Et généralement, c'est le département avec une ou plusieurs chambres consulaires, majoritairement les chambres d'agriculture. Et dans le Tarn, ici, c'est les 3 chambres consulaires. Puisque du coup, ils ont pris partie aussi d'associer la chambre de métier et la chambre de commerce pour faire référencer des commerçants locaux ou des artisans locaux. D'accord. Voilà. Donc, et principalement, vous voyez, des bouchers, des boulangers. Et ça, c'est dû à quoi? C'était dû à 2020, à la période de confinement, sur l'expérience qui avait été mise en C'est une volonté politique, là, tout simplement. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais c'était, suite, quand même, il y a eu des... Oui, le département, il y avait le drive fermé qu'ils avaient testé. Le département pour les particuliers. Je pense que ça peut être été un élément. Une des conséquences en disant derrière, on a tout intérêt à essayer de se lancer. Mais après, c'est vrai qu'AgriLocal. Agropoint y a travaillé dessus ou pas? Oui, je pense que ça vient d'eux aussi. Au niveau du département. L'agriculture, enfin voilà, il y avait tout le monde qui a travaillé dessus. La période de Covid, la période de Covid, ça exergue le fait de dire, effectivement, on a des producteurs locaux, comment on essaye de mobiliser et derrière de se lancer. Mais par contre, je n'ai pas compris quelque chose. Par rapport au marché public, vous dites que c'est une... Ça permet de respecter la commande publique. D'accord. Parce que vous pouvez rentrer des critères comme dans les marchés publics. Oui. Et en fait, quand vous faites votre offre de marché, si vous voulez, par exemple, je vais prendre un exemple pour être oui. Vous êtes producteur en lentilles. Moi, je suis une collectivité qui recherche des lentilles. Je vais mettre ma recherche. Et ensuite, vous, comme vous êtes producteur de lentilles et que vous avez demandé, quand vous êtes inscrit, à être notifié de tous les marchés de lentilles sur un territoire, je ne sais pas, de 100 km à la ronde, vous allez recevoir une notification. Si ça vous intéresse de répondre à ma commande de 70 kg de lentilles, vous allez pouvoir répondre. Et en fait, tout est facilité en ligne. Donc, il y a une inscription préalable, par contre, avec les notifications. Mais par contre, il faut que les collectivités et les fournisseurs soient inscrits sur le site. Donc, au niveau des producteurs, c'est la Chambre d'agriculture qui les référence. Au niveau des commerçants, c'est la Chambre de commerce. Au niveau des artisans, c'est la Chambre de métiers d'industrie. Et pour les collectivités, c'était Agropoint. Et du coup, je pense que ça va être le département, en fait, finalement. D'accord. Au départ, c'était Agropoint, c'est ça. Et puis, il y avait un partenariat. Avec Agropoint. Après, c'est vrai que dans certains départements, ça fait très longtemps en fait que AgriLocal, parce que c'est national en fait, et c'est les départements en fait qui conventionnent avec l'association AgriLocal pour mettre en place l'outil localement sur les départements. Ça se fait de plus en plus. La Haute-Garonne, l'Hérault, et ça fait 5-6 ans qu'ils l'ont mis en place. D'accord. Là, ça vient d'arriver, donc c'est en phase expérimentale, mais voilà. C'est des outils comme ça, on dit, voilà, dans la loi Egalim, effectivement, il n'y a pas cet objectif-là de local, mais quand même, on dit tout à l'heure, essayons d'être, bien sûr, le plus cohérent possible et essayons,
Mais on sait que ce n'est pas simple, donc voilà, on a 2 outils là qui se développent. Et après, bien sûr, on est à disposition sur la Chambre d'agriculture ou même moi au niveau du PAT pour vous accompagner, bien sûr, à référencer et voilà, à travailler avec des producteurs aussi, en tout cas des personnes du territoire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou si c'est… En vidéo, est-ce que vous avez des questions? Ouais, tu vois qu'il y a Alors, moi, je dois vous quitter parce que j'ai un conseil d'école dans quelques minutes à Vaour. Voilà, écoutez, merci. Enfin, moi, j'ai pris pas mal de notes et puis on va essayer de voir où on en est localement. Merci encore. Excusez-moi, voilà. je dois partir. Merci pour ça, ouais. Ce qu'on vous conseille, effectivement, c'est le premier, c'est d'avoir où est-ce qu'on en est, comme M. Lavagne disait, par rapport à tous ces pourcentages-là actuellement. Et puis après, bien sûr, effectivement, il y a la loi qui fait des objectifs qui sont très ambitieux. Et donc voilà, comment on peut progresser sans mettre en place tout et n'importe quoi. J'en profite s'il n'y a pas des questions aussi. Donc là, c'était dans le cadre du PAT qu'on organise cette rencontre-là d'information. Et on va organiser une autre journée à destination des élus et des agents sur la thématique du foncier agricole. Donc là, ça sera il y aura 2 sessions, une le 16 mai et une en juin. Et vous distribuez aussi la petite plaquette. Tu peux la prendre sur Monestier. Ça se va. Je pense qu'il avait eu la première déjà. Oui. Bonjour à tout le monde, c'est Guy Gavalda. Ouais, salut Guy. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai pris la réunion un petit peu demi-heure en retard. Je trouve ça très intéressant. Je suis désolé d'avoir pas pu venir en présentiel parce que je trouve qu'en visio, c'est pas quand même très convivial. Je vous avoue. Voilà. Après, je voulais savoir, moi je ne suis pas très non plus concerné parce que sur mon territoire, nous n'avons pas la compétence scolarité, donc restauration collective, on ne s'en occupe pas. Et je voulais demander à Anaïs, est-ce que nos cantines scolaires seront, comment elles seront mises au courant de toutes ces transformations, ou de toute cette réglementation par rapport à la loi climat et résilience? Je vois que ça change pas mal, quoi, déjà. Et après, je trouve, voilà, c'est vous qui le ferez, Anaïs? Oui, effectivement. Donc là, moi, je vais synthétiser un peu nos échanges, la présentation. Ouais. Il y aura l'enregistrement qui sera, j'espère, qui va faire fonctionner, mis en ligne, que chacun pourra revisionner plus tard. Et puis voilà, il y a quand même le ministère qui a fait quelques plaquettes qu'on pourra communiquer. Donc, on synthétisera tout ça et on vous enverra avec de la réunion, ouais. Et on diffusera effectivement aux cantines du territoire, ouais. Même aux personnes qui n'ont pas pu être présentes ni aujourd'hui ni mardi prochain à Télette. Donc toutes les cantines du territoire auront ce point. Oui, j'avais informé les SRPI, ouais. Ouais, d'accord. Pas mal de SRPI. Bon, je trouve que c'est bien parce qu'après dans le plan de relance en investissement, je vois que sur ma communauté de communes, j'ai vu les couleurs tout à l'heure. Après, il y a des communes qui ont pu avoir un financement. Ouais. J'ai vu qu'il y avait très basse. Grégoire, Cessnac, ils sont allés aussi de tête. Sérénac qui y a été aussi. Ouais. J'ai vu, parce qu'il y a le RPI de Saint-Grégoire, je crois qu'il est en train de refaire. Ah, mais non, c'est Roudier, il refait la cantine scolaire, je crois. Mais peut-être qu'il a des subventions d'ailleurs, il n'a pas pu avoir cela, peut-être. Oui, alors là, c'est sûr qu'on est sur le matériel, hein. On n'est pas sur le bâtiment. On n'est pas sur le bâtiment. Mais je crois qu'il refait les cuisines, quand même, il me semble. Hein. J'y demanderai à M. Roudier. OK. Bon, très bien. Merci beaucoup pour tout ça. Voilà. Merci à vous aussi d'avoir participé. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.